Les premiers vols, les premières machines, c'est toujours engagé. Donc t'oublies pas d'embrasser ton fils le matin avant de partir travailler. Je suis quelqu'un qui met tout en place en fait pour prendre le moins de risques possible, mais je suis très fataliste, quoi. Je suis un rêveur passionné, je veux atteindre le sommet de la pyramide. Je vois ma boîte au Nasdaq, à côté de Tesla, quoi. Voilà où je me vois dans 10 ans. La plus grande stupidité, ça serait d'avoir peur de quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça, c'est le début de la folie. Alors toi, ce que t'aimes, c'est voler. Pourquoi est-ce que non seulement tu construis des machines pour voler, mais aussi tu voles en premier avec? Pourquoi est-ce que t'as pas un ou deux cascadeurs, histoire de diminuer un peu le risque et le stress? Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Francky Zapata. Bonjour Francky. Bonjour. Alors, tu es champion du monde de jet ski. Tu es l'inventeur de beaucoup de machines, dont le flyboard dont on va parler, et bientôt de l'hélicoptère écolo en solo. Tu es toi-même un ovni, je pense qu'on peut le dire. Tu incarnes l'alliance audacieuse entre technologie, ambition, aventure, et tu ne cesses de repousser les limites de l'impossible. Tu es un Icare des temps modernes, mais pas un casse-cou non plus. Toutes les prises de risque sont contrôlées. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va aller explorer tes apprentissages et tes émotions sur tout ton parcours. Parce que voilà, tu fais des choses exceptionnelles, mais tu réfléchis énormément avant, et quand tu les fais, eh bien, tu restes un être humain avec ses émotions et toutes ces décisions à prendre, y compris parfois en last minute, en dernière minute. Et notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca, qui viendra ici sur le plateau. Alors, c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1978 à Marseille. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton enfance? Ben, mon enfance, disons qu'elle a été assez normale. J'ai eu une enfance assez privilégiée. Mon père était entrepreneur dans le bâtiment. Donc voilà, j'ai manqué de rien. Mes premières motos, les voyages un petit peu de partout, le ski. Donc voilà, j'ai eu une enfance assez normale. Sportif quand même. Sportive, pas très doux à l'école, mais voilà. Sinon, à part ça, c'était une belle enfance. Bon, alors justement, l'école, ça dure pas très longtemps. Non. Aussi, oui, c'est un peu résumé, c'est ça. En fait, la réalité, c'est que ça a pas duré très, très longtemps. J'étais pas vraiment à ma place et puis j'étais en difficulté, quoi, pour être honnête. Donc en plus, ça me plaisait pas trop, donc C'est ça, c'est parce que tu étais pas motivé, tu voyais pas à quoi ça servait en fait. bah, disons que déjà, je suis dyslexique, donc à l'époque, il y avait pas forcément de dépistage, donc j'avais toujours, des notes négatives en dictée, donc Ça j'ai existe ça? jamais ah oui, moi, c'était plutôt -15, -20, j'avais jamais 0 et donc voilà, puis les profs, ils prenaient pas vraiment le temps, de s'occuper de personnes un peu bizarres, quoi, comme moi, donc voilà, ça me déplaisait et puis en même temps, rester assis sur une chaise, c'est pas trop ma tasse de thé non Ouais, plus, c'est quoi. ça. Tu es quand même un hyperactif, il fallait que ça bouge. Alors, donc tu quittes l'école à 16 ans et puis, tu poses la main sur un jet ski et ce jet ski va t'emporter très, 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 très loin. Rebecca. Vous étiez influencé par votre père qui était entrepreneur dans les travaux publics. Vous commencez donc le jet ski, vous excellez très rapidement jusqu'à devenir champion de France, champion d'Europe, puis champion du monde. À 22 ans, vous rencontrez Christelle, joueuse de tennis, une rencontre importante pour vous puisqu'ensemble, vous lancez votre propre marque de jet ski. Mais là, vous aspirez à plus, vous avez envie de voler et c'est là, en 2011, que naît le premier flyboard, cette planche propulsée par un tuyau relié à une turbine de jet ski. Une innovation qui vous vaudra un succès très médiatisé, mais encore une fois, vous ne vous êtes pas arrêté là. Grâce notamment au film Retour vers le futur, vous avez conçu un modèle équipé de 5 mini-réacteurs capables de voler et plusieurs prototypes et un accident qui vous a coûté 2 phalanges. Cette invention, le premier flyboard, a pris son envol. Le 25 juillet 2019, vous tentez de traverser la Manche sur ce flyboard Air, un peu en référence à la première traversée aérienne de cette mer par Louis Blériot 110 ans auparavant. La traversée échoue à cause d'un ravitaillement mal effectué. 10 jours plus tard, vous retentez l'aventure, partant cette fois de Sangatte en France. Et cette fois, le ravitaillement en carburant se passe comme prévu. Et après avoir parcouru 35 km en 22 minutes, vous atterrissez à Saint Margaret's Bay au Royaume-Uni, entre 160 et 170 km/h de vitesse de croisière, une altitude de 15 à 20 mètres avec une pointe à 70 mètres, une réussite qui marque la première traversée de la Manche avec votre invention, le Flyboard Air. Et depuis, vous n'avez cessé d'inventer de nouveaux engins volants
Et le dernier est donc le air scooter dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, tout cela, en commençant, c'est résumé en très peu de temps, Très bien résumé. mais on voit, Merci. merci Rebecca, mais on voit la densité de ce que tu as fait. En fait, tu t'es pas arrêté. Alors, et entre 95 et 2007, déjà, en jet ski, tu rafles toutes les médailles qui existent, hein, France, Europe, monde, voilà. Co- pourquoi tu crois que c'est arrivé ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à te hisser tout en haut? Tu avais des capacités physiques hors normes ou tu avais, une motivation hors norme ou une Bah, passion? Qu'est-ce une qui passion, je pense que le plus important, c'est la passion et puis après, je pense qu'on est tous faits, un humain à plus ou moins 10, on est tous constitués à peu près, avec, de la même façon et tous les mêmes chances. Je pense que le vrai talent, c'est juste de vouloir les choses plus que les autres et quand tu fais une compétition, en fait, il faut vraiment le vouloir beaucoup plus que les autres parce qu'en fait, si tu es que bon, ça fonctionne pas. Tu dois être le meilleur pour gagner et ça, je pense que moi, ce qui m'a emmené, jusque-là et surtout de tenir, c'est que j'ai compris très rapidement que gagner, c'était vraiment que la cerise sur le gâteau et que avant tout, il fallait aimer le parcours et je pense que c'est pareil dans la vie et pareil dans mais tout les le affaires. travail qui est avant aussi, Il Vincent. faut aimer le travail et en fait, moi, j'ai jamais eu l'impression de forcer parce que j'ai toujours aimé le travail. J'aime m'entraîner physiquement, j'aime dépasser les limites, j'aime travailler sur, Mmh. la mécanique. À l'époque, c'était jet ski, Tous les gens aujourd'hui, qui c'est travaillent avec toi se rendent compte travailler à avec quel point l'équipe et voilà. tu travailles. C'est quoi tes horaires à peu près Bah, de les hor travail, que ce soit, physique ou intellectuel, enfin, pratique? Les horaires, en fait, j'ai des horaires, on va dire de à peu près normales parce que donc je viens travailler le matin vers entre 8 heures et 9 heures et je repars le soir entre 18 et 19 heures. Mais en fait, c'est un travail, continuel quoi, en fait. J'ai toujours, mon bloc-notes, un stylo et j'ai C'est ça, toujours quand plein tu pars à 19 heures, d'idées. tu continues à travailler un petit Ah peu oui, quand oui, même? Enfin, oui, ça en tourne fait, c'est toujours, non-stop, en fait, j'ai et c'est même pas un fardeau, c'est vraiment une passion, quoi. C'est-à-dire que, même si je regarde la télé ou j'ai toujours, une partie de ma tête qui a envie de penser à mes rêves en même temps, donc c'est très difficile à définir, quoi. C'est ma vie, elle est fusionnée avec ça, quoi, en fait. Alors, on peut se dire que du coup, tu es arrivé en haut de la pyramide jet ski et là, tu imagines un flyboard à eau. Comment te vient l'idée et pourquoi? En fait, c'est la plus grande question pour moi, c'est comment, en fait, j'ai eu cette idée de mettre des jets d'eau sous le pied? Parce qu'en fait, après tout ce qui a découlé, c'était plus ou moins, on va dire, la suite logique. Mais, je faisais des essais, en fait, avec mon jet ski. On développait les moteurs et les heures de bande d'essai, c'est très, très cher. Donc du coup, on essayait de trouver un moyen de pas non plus aller à 140 à l'heure sur l'eau avec un ordinateur portable pour régler le moteur. Et j'ai essayé de trouver une solution pour garder le jet sur la remorque sans que ça pousse des tonnes, parce que c'est à peu près 1 tonne 2, 1 tonne 3 de poussée, une turbine de jet ski. Et donc du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser un tuyau type pompier pour utiliser ce qu'on appelle la perte de charge et perdre énormément d'énergie par le frottement de l'eau dans le tuyau. Et j'ai fait quelques calculs, mais ça allait pas non plus parce qu'il y avait tellement encore de poussée qu'on n'arrivait pas à maintenir le tuyau attaché même à un poteau. Et du coup, bon, le test ne marchait pas, mais le soir en rentrant chez moi, je commence à réfléchir, je me suis dit: «Mais, la poussée qu'il y a au bout du tuyau, si je fais un système sous les pieds, je pourrais voler» et tous mes amis m'ont pris pour un fou et puis bon, quand j'ai fait le premier essai, ça n'a pas marché et comme c'est mes amis, depuis, ma tendre enfance et du coup qui se gênent pas de se foutre de moi, donc là, je me suis dit: «J'arrive pas à le faire marcher, j'en ai pour 10 ans, quoi, j'en ai pour 10 ans». Ils vont se moquer de moi pendant 10 ans et voilà, poussé par la passion, et tout ça, ça a marché au bout d'un moment, quoi. Bon, et tu étais le seul à vouloir monter dessus? Ah non, le flyboard à eau, à partir À de partir la du moment où tu as montré que ça marchait, ah ouais, à tout de partir suite, tout le monde, voilà, tous tout les le monde a potes, voulu le voulaient faire, en hein? faire, tout le Ah, monde est c'est monté ouais. dessus et ça a été vraiment une aventure entre amis, quoi. C'est ça qui était génial. Et alors après l'eau, tu passes à l'air. Voilà, tu décides d'inventer des machines aériennes tout simplement. Et donc celle pour laquelle on te connaît aujourd'hui, c'est principalement ton flyboard air, hein, puisque tu as traversé la Manche, avec. Tu as déjà volé plus de 1000 heures avec. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Les meilleurs souvenirs, je pense que, déjà, c'est certainement, voilà, la Manche, c'est mon meilleur souvenir avec cette machine parce que c'était vraiment un exploit, pour moi physique. C'est pas que le moment. Après le 14 juillet, c'était génial, Oui, on t'a vu au mais 14 c'est juste juillet, l'histoire, passer au-dessus de c'est la complètement improbable. place de la Concorde. Ça fait partie des aventures d'une vie où je le mettrais pas dans la catégorie flyboarder, je le mettrais dans la catégorie des trucs de dingue qui m'arrivent dans ma vie.
Mais par contre, la manche, oui, c'était très, très dur. J'avais très peu de chance d'y arriver et ça m'a rappelé vraiment, ma jeunesse avec le jet ski où tu pars pour partir, mais tu sais pas si tu vas arriver et ça, c'est quand même ce que j'aime aussi dans la vie et donc oui, c'est mon meilleur souvenir. Alors, on a tous, grandi avec des films de science-fiction et notamment, Retour vers le futur. Hein, on a tous vu, Marty McFly, C'est ça. sur son hoverboard. Hem c'est quoi du coup ta vision à toi de du futur de la mobilité? Alors le futur de la mobilité, pour moi, c'est quelque chose qui a évolué, pour être honnête, au cours des 10 dernières années ou même, je dirais même des 6 dernières années. Au début, je voyais ça, on va dire, le fantasme finalement de la nouvelle mobilité, ce qu'on a essayé d'accomplir avec le air scooter. C'est-à-dire, tu démarres de ton jardin et tu vas voir, ton pote dans son jardin et c'est de là qu'est né le air scooter. Mais tout le monde peut le comprendre, ça va être vraiment une mini mobilité, ça va être une mobilité pour le loisir. Les gens pourront aller voir leurs voisins, mais on ne pourra jamais non plus se poser, pour acheter le pain ou pour aller travailler ou là, BFM dans la rue. Donc ça, c'était la mobilité que moi je rêvais, que tout le monde fantasme. La vraie mobilité de demain, celle qui va pouvoir réellement changer et désengorger les routes. Moi, j'imagine ça plutôt comme un transport plutôt en commun, parce qu'on ne peut pas mettre non plus lever des voitures au sol pour mettre des millions d'engins volants dans les airs. Donc ça va être un long chemin sur une machine d'assez grosse dimension où le premier problème à résoudre sera le bruit, parce qu'il va falloir, que ça soit assez silencieux et quand on souffle beaucoup d'air, électrique ou pas, ça fait du bruit. Et en même temps, bah, que les gens acceptent de voir ces machines au-dessus d'eux. Donc il va falloir prouver que c'est fiable et que ça pose pas de problème de sécurité. Et d'un autre côté, quand tu commences à parler de transport de masse, il faut parler aussi écologie et il faut que ce soit des machines qui apportent quelque chose et qui du coup soient, beaucoup moins énergivores que ce que le serait un véhicule traditionnel. Alors toi, ce que tu aimes, c'est voler, mais tu t'intéresses du coup, forcément à la mobilité. Mais alors, j'ai quand même une question. Pourquoi est-ce que, non seulement tu construis des machines pour voler, tu voles avec, mais aussi tu voles en premier avec? Pourquoi est-ce que, par exemple, tu as pas un ou 2 cascadeurs qui travaillent avec toi, histoire de diminuer un peu le risque et le stress? Bah, disons que déjà au début, c'est ce qui a fait un petit peu qui était le point faible de la société pour, pouvoir, finalement avoir des investisseurs. Ils s'inquiétaient de ça. Mais c'est ce qui fait aussi notre force. C'est-à-dire que, pour développer une paire de chaussures pour courir, bah, il faut marcher et courir avec. Donc, quand tu voles avec, tu as plus de sensations. En même temps, ça développe une plus grande passion qui te permet aussi c'est pas vraiment un métier, quoi, c'est toute une vie. Donc ça, c'était vraiment ce qui nous a caractérisés et Est-ce que ça implique plus, toute l'équipe aussi de se dire: «Bon, bah, on a intérêt à faire quelque chose qui marche parce que c'est Francky qui va voler dessus, qui va l'essayer»? Je me souviens que moi, j'avais fait un petit peu de parachute, et à un moment, on nous avait fait, plier nos voiles de parachute et puis au milieu du moment où on pliait notre voile de parachute, il y a le l'instructeur qui nous dit: «J'ai oublié de vous dire, c'est vous qui allez sauter avec le parachute que vous pliez» eh et donc là, auquel cas, évidemment, il y en a deux trois qui ont déplié les parachutes. On se dit: «Attends, j'avais pas bien écouté, oui. je vais recommencer». Est-ce que ça joue ça dans le Non, pour l'équipe, non, parce que bon, l'équipe je veux dire, ils ont pas non plus envie qu'il y ait un accident, que ce soit moi ou un autre, mais aujourd'hui, on a un pilote d'essai qui va voler avec, dans un second temps avec les machines qu'on a créées, donc dont l'air scooter. Puis il y a aussi cette, question de responsabilité. Heu, je sais que c'est engagé, il y a des premiers vols, les premières machines, c'est toujours engagé, donc tu pas d'embrasser ton fils le matin avant de partir travailler, ça c'est un peu plus que la plupart des gens. Mais d'un autre côté, je pourrais pas vivre avec, dans la tête un accident qui aurait pu arriver, à quelqu'un de l'équipe, je pourrais pas vivre avec ça, dans ma tête. Donc du coup, je préfère déjà, me mettre moins en danger, ça c'est déjà la première des choses, bien que le danger est quand même, relatif, hein, tout est calculé, tout est calculé et puis en même temps, pour être honnête, alors je sais pas si c'est une surestime de moi ou bon, la vie le dira, mais je suis quand même assez entraîné à résister à des problèmes comme ça et c'est Oui, tu as tout un finalement parcours avant qui fait que tu as tout tout un mon parcours réflexe, avant et puis finalement, je suis arrivé aujourd'hui, à cette situation parce que j'ai survécu à beaucoup de choses donc du coup, bon, peut-être que j'ai ta plus de qualité, c'est plus de d'être chances survivant. voilà, Tu plus de survis à chances tout. qu'un autre à survivre à un accident en même temps, quoi. Alors, c'est le moment pour nous d'aller explorer tes passions. Alors, ton monde à toi, c'est celui de l'invention, de la vitesse, de la performance. Tu as battu des records incroyables, tu as dépassé des limites qu'on pensait
infranchissables. Et ces records viennent justement avec leur lot de risques. Rebecca. Le 28 mai 2022, lors du rassemblement international d'hydravion de Biscarrosse, vous devez effectuer une démonstration du Flyboard Air numéro 3. Et suite à une erreur de manipulation lors du démarrage et une erreur de communication avec la tour, vous décollez sans que les contrôleurs de vol soient en fonction. Et là, à 15 mètres de haut, vous perdez le contrôle de votre engin et vous devez décider d'un endroit où atterrir en urgence. Vous vous dirigez au-dessus d'un lac, puis vous coupez la poussée et tombez. Une chute qui vous a fait perdre connaissance pendant 5 à 6 minutes et puis vous vous êtes blessé grave. Alors c'est une chute qui aurait pu te coûter la vie. Tu as l'impression justement, comme de prendre des risques. Comment tu calcules? Comment vous faites pour que justement on minimise ce genre d'occasion? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là, techniquement ou Bah, physiquement? en fait, tout ça c'est, disons que tout est bien calculé. Alors quand on développe des nouvelles machines, en fait, on fait très attention à ce qu'on fait parce que c'est très, ch la moindre changement de code, de ligne de code, ça peut avoir un effet qui est dramatique. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est une erreur, en fait, de décision qui a été prise, quelques mois auparavant. En fait, c'est assez technique, mais disons on a créé notre propre contrôleur de vol, donc c'est un système qui est redondant avec 3 contrôleurs. Mais disons que, il y avait deux axes de travail. Le premier, c'était en fait de créer un seul contrôleur de vol avec une seule branche et des configurations selon les machines qu'on utilisait, donc Flyboarder, Jet Racer, Air Scooter. Et l'autre idée, c'était de faire plusieurs branches, des branches figées. Et on a pris la mauvaise décision, c'est-à-dire qu'on a fait une seule branche avec des configurations et une ligne de code qu'on a modifiée en fait, sur le flight controller pour la sécurité. C'est ça qui est dingue, quoi. Mmh. C'est ça qui Pour est une qui autre qui est fou. machine? Pour justement pour le jet racer, c'était une ligne de code pour pas que les contrôleurs de vol, s'arment si, toutes les conditions n'étaient pas remplies. Parce que c'est le contrôleur de vol qui assure la poussée sur le jet racer et sur le air scooter. Donc tant qu'il est pas armé, il est collé au sol. Et comme le flyboarder, en fait, c'est moi qui appuie sur ma gâchette, qui génère de la poussée, le contrôleur de vol, lui, juste, il me stabilise. Et en fait, on croyait avoir enlevé toutes les fonctions, toutes les cases qui empêchaient l'armement. Et une case qu'on avait oubliée et qui n'est arrivée qu'au bout d'une centaine de vols, par une accumulation de facteurs. Et voilà, donc c'est le genre d'erreur où je pense que là, c'était, plutôt qu'on avait trop pris confiance, enfin, on va Mmh. dire, à la machine au bout de milliers d'heures de vol. Donc Et c'est clairement une erreur, honnêtement, technique. une erreur technique Heu, et je pensais pas avoir une deuxième chance. mmh. Donc là, ça prend conscience que ça te refait une piqûre de rappel que c'est pas un skateboard, quoi. Bon, pour quelqu'un qui est parti de l'école à 16 ans, tu es quand même sacrément technique, hein. C'est-à-dire que tu connais à peu près tous les composants électroniques de ta machine Ah et oui, oui, ça et c'est puis ça tu es c'est devenu c'est un obligatoire. pro de mécanique des fluides. Mais alors comment tu gères tes émotions quand justement, tu décolles, que ça se passe pas comme prévu, que en plus, là, ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, c'est que tu pouvais pas te poser immédiatement? Mmh. C'est-à-dire que tu as été obligé d'aller plus loin. Alors pourquoi tu pouvais pas te poser immédiatement? Parce qu'il y avait du sable, en fait, et en fait, il y avait des enfants juste à côté. Et je me suis dit: «Si je me pose là, immédiatement dans le sable, les gens vont se prendre, des grains de sable dans les yeux à Mach 2». Et j'ai vu l'eau pas loin et j'ai eu du mal à estimer la distance. et Et pas loin, et en c'était où? fait, c'était, je C'était pense, une quarantaine, cinquantaine de mètres, quoi, en fait. Mais et donc en y tu t'es allant, dit: «Je vais aller dans l'eau un je peu vais aller plus loin dans l'eau là-bas». comme ça, mais je savais pas la profondeur. Et en fait, il y avait pas de profondeur, il y avait qu'un mètre d'eau et je suis tombé d'une bonne vingtaine de mètres. Donc puis j'étais en train de perdre connaissance en l'air, je tournais trop vite sur moi-même et j'étais vraiment désorienté, quoi. Donc Tu as quand même gardé ton calme parce que enfin, oui, justement alors après, je suis comment tu fais habitué à pour ça. garder Ben, ouais. disons que je suis quelqu'un qui met tout en place, en fait, pour prendre le moins de risques possible. Ça, je suis pas un casse-cou, mais je suis très fataliste, quoi. Je sais que je me connais dans ces situations-là et je prends vraiment les choses vraiment froidement et je me dis: «Bon, ben il faut tenter la chance et puis si ça passe pas, ça passe pas, quoi». Donc j'ai pas vraiment cette sensation vraiment de peur, panique. C'est quelque chose que j'arrive à vraiment mettre de côté. J'ai souvent peur avant Mmh. et après, pour être honnête, surtout après. Quand, tu sors de là et que tu te dis: «Mais enfin, ça s'est joué à ça». Je suis passé vraiment à ras et j'ai vraiment, pris la millième de décision qu'il fallait pile poil au bon moment, sinon c'était le drame. Et tu as peur après de te dire: comment j'ai fait pour prendre cette bonne décision pile poil à la seconde?» Mais sur l'instant, du peu que je me rappelle, quoi, j'arrive à être assez froid, quoi, dans cette réaction-là. Donc à la fois parce que tu as déjà connu des situations de potentielle, panique
tu as l'habitude de gérer ces moments, d'émotions particuliers C'est ça, et en plus, bah, tu as accepté quelque part les conséquences d'un accident qui peuvent être potentiellement dramatiques et ça fait c'est que ça, tu y vas et même quand tu pars, enfin, tu me disais quand on prépare l'émission que, il faut surtout pas refuser l'obstacle, c'est il ça. faut au contraire y aller. Qu'est-ce que ça change dans l'exécution? Ça change dans la vie, il faut être prêt à faire ça. Donc je pense que je sais pas si j'aurais été prêt, plus jeune à faire ça, mais pour moi, c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que, je suis content de ce que j'ai fait dans ma vie et ça s'arrêtera pour tout le monde, de toute façon, à un moment donné. Donc moi, je me dis que, si ça s'arrête demain, ça s'arrête demain et je serais quand même content enfin, je serais plus là pour le dire, mais je suis quand même content de ce qui s'est passé. Ma famille est à l'abri, je suis en paix avec moi-même mais j'ai envie de vivre, attention, hein, le plus longtemps possible et j'adore la vie. Je veux dire, il y a pas un moment où je m'ennuie, je suis heureux de ma vie. Mais en même temps, je veux dire, la plus grande stupidité, ça serait d'avoir peur de quelque chose qui n'arrivera jamais et ça, c'est le début de la folie et moi, j'ai pas envie de limiter ce que je peux faire dans ma vie sous prétexte d'une peur, qui est finalement peut-être dérisoire, quoi, parce que ça n'arrivera certainement pas. Donc voilà, j'ai accepté tout ça. Il faut y penser bien avant pour que justement à l'instant T, tu sois bien câblé et puis bon, après la vie a fait que ces moments-là sont arrivés et maintenant je sais exactement comment je réagis dans ces moments-là. Bon alors clairement, dans tous les cas, tu fais quand même des choses que personne d'autre ne fait. Tu as un quotidien, incroyable et des réussites, évidemment d'inventeur, incroyables aussi. Comment est-ce que, même si on te voit souvent dans les airs, comment est-ce que tu gardes les pieds sur terre? Est-ce que, je sais pas, ton entourage t'aide? Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que Francky dans la vie de tous les jours, il plane ou est-ce qu'il est avec tout le monde? Non, mais en fait, j'ai une vie très simple, en fait. Dès que je pars du boulot, je vais au CrossFit voir mes potes, faire du sport. J'arrive souvent en retard, donc certainement, dans l'émission, ils Ouais, se ah beh, moqueront de ils moi. sauront pourquoi. J'arrive en Non mais courant, ils je me change, arrivé là-bas vite fait. Donc j'ai une vie simple, entre le sport, ma famille, mes amis. J'ai mes amis depuis, à la fois, enfin, le peu que j'ai fait de temps à l'école, mes 4 ans et des amis du jet. J'ai cette espèce c'est une famille maintenant. Moi, j'ai pas de j'ai un demi-frère, mais bon, on a beaucoup de différences d'âge. Mais en gros, c'est ma famille, quoi. C'est comme des frères, en fait et on a grandi ensemble et j'ai jamais eu, je pense, cette idée d'être hors sol et je pense de me prendre pour un autre. Mais je pense que si je l'avais fait, il m'aurait ramené sur terre. Puis il se moque constamment de moi. Donc du coup, ça te donne une autre ils t'aiment bien. vision de la situation et j'aime cette vie, quoi. J'aime ce côté assez simple, quoi. Et c'est ça, plutôt, réussir sa vie, par rapport à réussir dans la vie, hein. C'est-à-dire que c'est cet Exactement, équilibre-là qui, c'est ça. Beh, finalement, tu peux faire tout ce que tu veux, dans la vie, gagner de l'argent, avoir du succès, mais passe-moi l'expression, mais si au-delà de tout ça, tu es un con, tu restes qu'un con, quoi, en fait. Donc tout le reste est plus important que ce que tu accomplis. À la base, tu dois être un bon humain, quoi. C'est ça qui est le plus important et je dis pas que je le suis, mais je fais de mon mieux pour essayer de l'être, quoi. alors on parle de réussir sa vie, on parle de famille, on parle de valeurs, des gens qui t'entourent et justement, on a une question pour toi de quelqu'un que tu connais bien, très, très bien même. Christelle Zapata a une question pour toi. Coucou Francky, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Avec les 10 dernières années que tu viens de passer, qui ont été assez riches, je voulais savoir où tu te voyais dans 10 ans, ainsi que ta société. C'est une question Hem, intéressée, hein. oui, alors où je vois ma société dans 10 ans, déjà, si je le prends à l'envers, ou même si je le prends à l'ordre, où je me vois moi dans 10 ans, dans la même situation que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire faire ce que j'aime, être entouré de ma famille, de mes amis. Donc c'est ça, je ferai aucun compromis. Je me vois aussi dans les airs, en train de voler. Ça, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de moi et que je pourrais pas m'empêcher de faire. Et après ma société, ben, moi je suis un rêveur passionné. Je veux atteindre le sommet de la pyramide. Donc je vois ma boîte, au Nasdaq, à côté de Tesla, quoi. Donc voilà où je me vois dans 10 ans. J'espère que dans 10 ans, on aura résolu, tous nos problèmes, qu'on aura résolu le problème de la mobilité et qu'on comptera dans ce nouveau monde, quoi. Zapata aux côtés de Tesla au Nasdaq, c'est donc pour bientôt, c'est une nouvelle, enfin c'est non, Ça tu as des prendra le annonces à temps. faire? Pas encore? Non, Non, pas du tout. Non, pas du non, tout. moi, j'ai couru toute ma vie, en jet ski et quand j'ai commencé, ben, j'ai commencé pour être champion du monde et aujourd'hui, quand tu rentres dans le business, ben, la sortie, elle est le championnat du monde, c'est le Nasdaq donc Mmh. bah, écoute,
Si on peut y C'est aller, on parti. ira. Merci beaucoup de nous avoir partagé tes passions. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. C'est la séquence actu du tête-à-tête des pionniers. Et pour toi, Francky, l'actu est sacrément chargée. Rebecca. La machine volante la plus avancée du monde, c'est comme cela que vous définissez votre dernier prototype, le Air Scooter, un véhicule révolutionnaire qui combine la technologie du flyboard Air avec des fonctionnalités de scooter volant. Il a été présenté lors d'un événement spectaculaire et a captivé le public par sa conception futuriste. Il est doté de 4 turbines, garantit une stabilité et une maniabilité ultra précise. L'objectif, tout simplement, s'élever dans les airs, voler et même à des vitesses élevées en redéfinissant cette notion du transport personnel, le tout alimenté par des moteurs électriques, donc s'inscrivant dans la mobilité durable. Avant d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de déplacement, certaines questions de régulation sont encore en attente de réponse, mais en tout cas, vous continuez à repousser les frontières de l'innovation, laissant présager un avenir où les airs seront accessibles à chacun. C'est incroyable. Merci. C'est un rêve qui devient réalité. Et en plus, il ne consomme pas beaucoup cet air scooter, là. C'est-à-dire que C'est ça, en fait, on est allé, comme je disais, pas à pas depuis, c'était une continuité logique, en fait, par rapport au flyboard à eau. On a fait le flyboard air, après on a fait le jet racer pour essayer de partager ça avec le maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a mis au point nos contrôleurs de vol. Mais le jet racer, malheureusement, c'était un engin à turboréacteur qui consommait beaucoup d'énergie. Et immédiatement, on s'est dit, on est à contre-courant de là où l'humanité veut aller. Donc il faut être aujourd'hui éco-responsable. Et donc on a créé ce air scooter. On était quand même en développement en parallèle. Et aujourd'hui, ben, on veut dire, sur un vol de 20 minutes, on consomme moins de carburant sur 20 minutes que ce qu'on en dépensait pour le jet racer, ne serait-ce que pour démarrer les réacteurs. Donc on a quasiment 65 à 70 et 10 fois moins de consommation de carburant, le air scooter le air consomme scooter, 65 à 70 fois moins que la version d'avant. que la version jet racer. Donc on est aux alentours. Si on traçait une ligne droite pour aller travailler avec, si on le faisait, on serait sur vraiment une très bonne voiture, sur du 5 litres au 100, quoi. D'accord, donc même consommation qu'une voiture, mais pour Voilà. C'est une voler. voiture vraiment hybride, vraiment très haute performance, quoi. Alors c'est prêt quand pour le grand public, là, parce qu'on a envie de monter Mais dedans, pour le nous. mais c'est la bonne nouvelle. Non, là, ça va être prêt, on va être en opération en 2024, donc malheureusement, on va être obligé de commencer aux États-Unis, on ne pourra pas le faire en France. Oui, c'est la régulation en France C'est la qui régula enfin, c'est il rentre pas dans les cases, en fait. il rentre dans aucune case et aucune case n'a été créée pour l'instant, n'est réellement aboutie pour la catégorie des ce qu'on appelle des nouveaux engins VTOL. Et aux États-Unis, il y a une autre catégorie qui est pas faite pour les VTOL non plus, qui est une catégorie qui s'appelle l'ultralight. Elle existe aussi en France, ça s'appelle l'ULM, mais nous, les Français et les Européens, on aime bien classifier les choses et ranger tout le monde dans des cases. Donc, la catégorie ULM en France, elle est composée de plusieurs classes bien définies, alors que la catégorie ULM, donc ultralight aux États-Unis, elle est libre. En fait, c'est poids, capacité de carburant, vitesse, et elle est beaucoup plus restrictive que la catégorie ULM française. Donc, on n'a pas le droit à beaucoup moins de poids, etc. Mais nous, on a pris le challenge technique à bras le corps et il fallait construire une machine de moins de 115 kilos. Donc, ça a été très, très dur technologiquement. Mais maintenant, on a une catégorie dans laquelle on Donc peut là, vous fonctionner. consommez pas beaucoup avec le air scooter. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus léger que n'importe quel autre appareil qui essaye de faire un peu la même chose, hein. Vous avez des concurrents qui sont 8 ou 10 fois plus lourds. C'est ça, grosso modo, c'est entre 8 et 20 fois plus lourd que nous, quoi. Merci beaucoup. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizella. Alors le Quizella c'est quoi? C'est, eh bien, une série de questions que je te pose très rapidement et auxquelles tu dois répondre aussi rapidement. D'accord, OK. C'est Super, parti? Ah, super. j'ai un peu peur de tester mes réflexes avec toi, mais bon, on y va. En un mot, ta sensation quand tu voles? Un oiseau extraordinaire, voilà, c'est pas trop d'explications plus que ça. Plutôt jet ski, flyboard ou air scooter? Air scooter, Ton sport extrême préféré? le jet ski, Ton activité pour te détendre? le sport, La qualité que tu préfères chez tes collaborateurs? passionné, Ce qui te donne le sourire à coup sûr? les défis, les exploits et voilà. Ton inspiration, c'est plutôt Thomas Moore, l'inventeur du jetpack, ou plutôt Marty McFly et son hoverboard? Alors là, Marty McFly de tout début et Thomas Moore, pour la continuité.
Ta potion magique à toi? Le Fitad. C'est une boisson un peu pour récupérer après le sport. D'accord, très bien. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit? Ce qui m'affaiblit, C'est pas forcément quelque chose qui se mange ou qui se boit, hein. ouais, c'est, non vraiment si c'est quelqu'un de très, très proche de moi qui me fait quelque chose à l'envers, Mmh. mais voilà, vraiment quelqu'un qui est très, très, très proche, il faudrait que ce Si soit. tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu penses que tu aurais fait quoi? C'est la bonne question, je sais pas, mais Tu aurais trouvé un c'est moyen de voler, hein, de toute manière. je pense que la vie te ramène toujours vers tes passions, donc je serais peut-être dans une situation différente, dans un autre monde, mais toujours à la recherche des mêmes sensations, quoi. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, c'est mon rêve numéro un, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est rester dans la même situation que ce que je suis aujourd'hui. Me lever le matin, être heureux d'aller travailler, me languir le dimanche soir, le lundi matin d'aller bosser et d'être avec mon équipe de passionnés, voilà. Après, aller le plus haut possible, si on peut, mais avant tout, j'aimerais être dans la même situation, quoi, dans 10, 20 ans, 30 ans, garder cet émerveillement, sur toutes les choses technologiques qu'on développe. Voilà, c'est garder ce regard d'enfant, c'est vraiment ce que je souhaiterais, je souhaite finir ma vie comme ça, quoi. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains regardaient aujourd'hui les pionniers, ce qui est pas loin d'être le cas, J'ai qu'est-ce que j'espère. tu voudrais leur dire? Bah, croyez en vos rêves, quoi, et prenez quand même toujours un plan de secours parce que, voilà, je veux dire, j'ai quand même eu, beaucoup de chance dans ma vie, quoi, donc voilà, donc moi, j'ai foncé tout droit, avec zéro plan B, mais je suis un peu fou en même temps, donc c'est pas un conseil que je donnerais, quoi. Je donnerais un conseil de croire vraiment en ses rêves, mais backuper quand même, quoi. La redondance, c'est quand même Et important. justement, tu as choisi une chanson pour terminer cette émission. On écoute la chanson que tu as choisie de Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves. Je pense que ça te va bien, Ah, ça me va bien. ça va bien à ton aventure, ça va bien à ta vie. Merci beaucoup Francky. Merci à toi, merci de m'avoir C'était un invité. plaisir d'explorer tout ton univers, tout ton monde, dans les airs, dans l'eau, partout. Et bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que tout continue comme ça, voilà. Exactement, on te souhaite le meilleur dans les airs et dans l'eau et partout. Merci beaucoup Francky. Merci, merci à toi.